Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JTM en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 19 février et à la une de cette édition, un phénomène survenu hier soir met Mayotte en émoi. Depuis le mois de mai 2018, l'île vit au rythme d'un essaim de séisme qui ne cesse de secouer la terre. Mais hier, c'est un tout autre phénomène qui a capté l'attention. Si pour l'heure, il est impossible d'affirmer quoi que ce soit, les premiers éléments laissent à penser qu'une météorite est tombée au large de Mayotte. Au montage, Leslie Vimenet. Il était aux alentours de 21h30 hier soir lorsque la déflagration a résonné aux quatre coins de l'île. Les premiers témoignages recueillis font état d'observation d'une boule de feu dans le ciel mahorais. De son côté, la préfecture a rapidement tweeté afin d'apporter des premiers éléments de réponse à la population. On a tweeté hier soir puisque un certain nombre de témoignages qui nous ont été rapportés faisaient état de ce bruit que tout le monde a entendu évidemment sur Mayotte, et surtout certains nous ont remonté l'information qu'il y aurait eu une boule de feu dans le ciel. Donc on a évidemment fait vérifier ces informations. On a déjà eu une première suite à l'explosion. On s'est posé des questions de savoir si c'était déjà sur Terre. Heureusement, ce n'était pas sur Terre. Oui. Et donc là-dessus, on a eu aucun retour de la part de la police, de la gendarmerie et les pompiers, et fort heureusement, mais ils étaient mobilisés. Et puis donc l'hypothèse qui a été assez vite, en tout cas confirmée par ces observations et des témoignages qu'on a pu avoir des observations, ça a été de vérifier ce qui se passait dans les airs. Habitué aux secousses à répétition, selon la préfecture, la population a su garder son sang-froid en n'encombrant pas les services de secours. De son côté, le directeur du bureau des recherches géologiques et minières de Mayotte a immédiatement vérifié s'il n'existait pas un lien avec l'essaim de séisme. Moi, la première chose que j'ai fait, bien évidemment, c'est que j'ai ouvert mon ordinateur pour voir si ça pouvait être en liaison avec les séismes qu'on observe depuis plusieurs mois. Il n'y a eu aucune activité sismique durant cette période. Donc ce phénomène n'a absolument rien à voir avec l'essaim de séisme. Si pour l'heure le mystère reste entier, l'ensemble des remontées d'informations faites par les services spécialisés dans l'observation aérienne et maritime laisse entrevoir que le phénomène observé serait a priori la chute, relativement éloignée des côtes mahoraises, d'une météorite en mer. On a écarté un certain nombre d'hypothèses, donc la problématique d'un avion, comme je disais, d'autres problématiques qu'on aurait pu imaginer. On sait que ça a été assez loin des côtes puisqu'on n'a pas eu de relevé d'impact, je dirais, avec des vagues, des choses comme ça, au niveau des radars de la Marine nationale. Donc on sait que c'est assez loin des côtes, on sait que c'est pas un avion. Maintenant, effectivement, ça serait, c'est l'hypothèse qui tient la corde aujourd'hui, comme on dit, serait une météorite. Reste quand même à confirmer tout ça par une analyse un peu plus poussée. Il nous reste effectivement à regarder où a été l'impact, et ça sera quelque chose qui sera compliqué parce que clairement on a peu d'observations et peu de moyens d'observation astronomiques dans le secteur. Donc il va falloir qu'effectivement on puisse analyser tout ça. La préfecture tente actuellement de confirmer cette hypothèse de météorite. Après l'essaim de séisme et la découverte de poissons morts en pleine mer, nul doute que ce phénomène risque une nouvelle fois d'intéresser les scientifiques du monde entier. Tout autre sujet maintenant, mais qui a également de quoi inquiéter. L'INSEE a présenté ce matin les chiffres de l'emploi et du chômage à Mayotte entre la période des deuxièmes trimestres 2017 et 2018. Sur un an, le taux de chômage progresse et atteint les 35% de la population active. Un chiffre qui, selon l'INSEE, s'explique notamment par la baisse des contrats aidés et par les mouvements sociaux du début d'année 2018. Principales victimes, les femmes et les natifs de l'étranger. Paul-Arthur Avit nous en dit plus. Une population en âge de travailler qui augmente, une offre d'emploi qui diminue, voilà la contrainte liée à l'emploi à Mayotte. Selon l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, le chômage a atteint un taux record en 2018. 35% de la population en âge de travailler recherche un emploi. Un taux jamais atteint dans aucun département d'outre-mer, selon Jamel Mekaoui, une hausse du taux de chômage qu'il nous explique. La forte hausse du taux de chômage est d'abord liée en particulier avec la diminution de l'emploi. On a perdu 1400 emplois entre septembre 2017 et septembre 2018. Et quand on regarde dans le détail, on voit que, en premier lieu, c'est la baisse des contrats aidés entre ces deux périodes qui a conduit à une baisse de l'emploi dans les collectivités locales, moins 2000. Et par ailleurs, on a aussi des effets liés aux mouvements sociaux. Et en particulier, on a moins 2000 personnes non salariées
qui sont les personnes les plus touchées, les plus impactées par les crises sociales, généralement, qui sont en emploi sur la période post-grève sociale de l'année dernière. Un taux de chômage en constante augmentation, en grande partie dû aux mouvements sociaux de début 2018. Une grève nationale, aussi appelée Opération Île Morte, qui avait paralysé Grande Terre pendant plusieurs mois. N'oublions pas que ces statistiques ont été réalisées à la suite de ces mouvements. On pense que assez naturellement, ça a conduit à une baisse du pouvoir d'achat des populations du territoire, hein, forcément avec moins d'emplois au moment des mouvements sociaux. Et assez naturellement, on n'embauche plus de femmes de ménage, on n'a plus d'emploi, on n'a plus appel à de l'emploi non salarié. Et ce sont des personnes qui sont les plus réactives à ces difficultés ou à ces situations. Il faudra attendre maintenant 2020 pour savoir si le chômage recule ou continue d'avancer sur l'île aux parfums au cours de cette année 2019. Éducation, dans votre 19h ce matin, nous recevions sur notre plateau le vice-recteur de Mayotte, Stéphane Martens. Ce dernier va bientôt changer de statut puisque l'Assemblée nationale a validé la création d'un rectorat à Mayotte. S'il reste encore un passage par le Sénat pour entériner cette promesse gouvernementale, à Mayotte, les choses se mettent en place. Parmi les chantiers prioritaires, le futur recteur coche sans hésitation la formation de l'ensemble des personnels qui travaillent dans l'éducation nationale. Écoutons sa réaction lors de la matinale de Kwesi. Le grand chantier, c'est un plan de formation pluriannuel que nous allons mettre en place. Mais quand je parle de plan de formation, je l'ai dit aux syndicats, aux organisations professionnelles, c'est quelque chose d'envergure que nous allons mettre en place. Non seulement les enseignants, les contractuels, bien sûr, parce qu'ils sont mieux accompagnés, nous pourrons mieux les accompagner, mais également les personnels du vice-rectorat. Nous avons tous besoin d'être formés. Je suis le premier à le dire. Moi aussi, je me renseigne, on lit, on fait attention. Mais là, c'est vraiment monter en puissance pour être plus compétent encore. Mais ça a également des changements très concrets au niveau du statut. Par exemple, un vice-recteur, je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Un vice-recteur, on peut le dire maintenant. Le vice-recteur, c'est un poste catégorie A, qui est nommé par arrêté ministériel pour une période déterminée. C'est quasiment un contrat, en quelque sorte, alors que le recteur est nommé en Conseil des ministres par décret. Il peut être évoqué tous les mercredis en Conseil des ministres. C'est comme un préfet. Il est temps de me tourner vers l'invité de la rédaction. Ce soir, nous accueillons Rivo Malala, raconte Audra Vélo, le secrétaire départemental du SNUPP FSU. Rivo, bonsoir. Bonsoir. Vous avez entendu les mots du vice-recteur, futur recteur de Mayotte. Il a parlé d'un plan de formation. C'est quelque chose que vous réclamiez depuis très longtemps. Est-ce que vous êtes satisfait? Mais je pense que ça fait longtemps qu'on réclame des formations de qualité et qualifiantes. Ça avait été entendu, apparemment. Ça fait longtemps qu'on nous parle de formation, de remise à niveau, de formation des cadres à Mayotte. Ça fait longtemps qu'on nous fait faire cela, mais jusqu'à ce jour, on n'a rien vu. On n'a pas vu aboutir ces formations-là aboutir à quelque chose de valorisant. Donc oui. Vous ne croyez pas dans les mots là du vice-recteur? Aujourd'hui, quand on nous parle de transformation du vice-rectorat en une académie de plein exercice, il va falloir d'abord régler les moyens qu'il y a à l'intérieur, qu'ils mettent à l'intérieur. Quand nous vous rappelons ce qui a été dit l'année dernière, et on nous avait octroyé 180 emplois pour la rentrée 2018-2019. Pour la rentrée prochaine, 2019-2020, ils ont baissé à 150. D'accord? La promesse avait été tenue des 180? Les 180, c'était déjà budgété, donc c'était déjà engagé. Ok. Là, on nous engage, ils s'engagent à nous donner 150 emplois en plus l'année prochaine. Cela veut dire qu'on recule de 30 emplois. Vous comprenez, il y a une baisse. Et le gouvernement avait dit qu'il allait augmenter les moyens. Nous, on réclamait à ce que tout Mayotte soit transformé en REP+. La réponse qu'on nous avait donnée, c'est que vous n'aurez pas les REP+, mais vous aurez les moyens. Et plus de moyens. Et là, on voit que les plus de moyens reculent. Ça, c'est pour le premier degré, mais de la même manière, c'est ce qui s'est opéré pour dans le second degré. Une baisse des dotations à la rentrée prochaine. Donc, avant de nous parler de mondes et merveilles,
Hein, soyons concrets, démontrons que le gouvernement sait tenir ses promesses. Nous avons peur que ce rectorat, ce soit une coquille vide. Vous avez, avec une intersyndicale, signé une sorte d'appel au rassemblement pour des assemblées générales. Alors dans le second degré, dans le premier degré, c'était plus des réunions. Comment ça s'est passé? Ça a eu lieu hier? C'était une réunion d'information syndicale dans le premier degré. On a discuté avec les collègues. On a parlé effectivement de cette concrétisation de notre revendication qui date quand même des années 2000. Et on a encore fait un autre constat quand on nous parle de transformation de Mayotte en une académie de plein exercice. C'est que, on nous avait parlé de construction scolaire. C'était il y a 1 an. On nous avait dit qu'ils allaient augmenter le rythme des constructions scolaires. Nous attendons voir le rythme. Ce rythme-là, on nous avait parlé de plan de construction. On attend voir ce plan. En tout cas, ça tarde à venir. Hein. Donc, encore une fois, nous nous interrogeons beaucoup. Alors, on va se battre pour que les engagements soient respectés, parce que on sait très bien que si on les bouscule pas, ça n'aboutira pas. Justement, qu'est-ce qu'il en est ressorti là de ces réunions? Parce que c'était aussi l'idée, c'était de faire ressortir quelque chose, peut-être de s'organiser. Nous sommes en symbiose avec les collègues en termes s'agissant des revendications, tant au niveau local qu'au niveau national. Et nous sommes d'accord qu'il va falloir qu'on bouge un peu. Mais nous avons, en tant qu'organisation syndicale, rappelé à nos collègues que la fois dernière, il y avait dans le premier degré 40% source administration. Donc pour le syndicat, ça doit être un peu plus. Mais on se base sur ce que nous avait dit l'administration. On était à 40% de grévistes, minimum. Et 40% de grévistes, pour nous, c'est ce qu'on leur a expliqué. S'ils veulent faire la grève, ça ne suffit pas. Ces grévistes n'étaient pas dans la rue. Voilà, c'est ce qu'on leur a dit. Il va falloir les retrouver dans les rassemblements et les retrouver dans les actions. Et c'était un peu notre discussion plutôt tourné sur les modalités d'action, sur les formes d'action, sur voilà. Mais comment se fait-il que vous n'arrivez pas à rassembler aujourd'hui dans les rues, dans vos actions? Parce que les gens suivent, effectivement, on le voit, 40%, c'est beaucoup. Par contre, ils ne sont pas au rassemblement. Comment vous l'expliquez? Je pense que c'est par procuration. Les collègues, ils ont englouti ce principe de grève par procuration. Le syndicat fait le travail pour nous, donc nous, on fait confiance, on fait juste la grève. Donc, le message que nous avons porté, que ça, c'est plutôt destructeur. Hein, faire la grève par procuration ou faire des actions par procuration, ça c'est destructeur. Et effectivement, on va œuvrer pour inverser la tendance. On a entendu parler des stylos rouges à Mayotte, qu'ils avaient été créés. Est-ce que justement ça pourrait prendre cette forme-là, peut-être désyndicaliser un peu les choses, et puis qu'il y ait un rassemblement un peu plus large à l'instar des Gilets jaunes en métropole? Vous me comprendrez si je dis que le syndicat ne va pas se désyndicaliser. Je pense que nous existons, nous avons fait nos preuves, comment notre force n'est plus à démontrer, d'accord? Et donc, est-ce que vous rassembleriez pas plus? S'ils viennent en renfort, pas de souci. Mais désyndicaliser, je ne pense pas que ce soit entendu par les syndicats. Désolé. Un mot sur les revendications. Quelles sont selon vous justement les priorités aujourd'hui? C'est le personnel, parce qu'on le voit, le plan de formation, il l'a expliqué, ça va se mettre en place. Tout ça prend du temps, peut-être trop de temps. C'est quoi? C'est ce temps aujourd'hui qui pose problème, ou c'est justement qu'il y a un manque de moyens et qu'il faut le combler avant tout? Il y a deux façons d'attaquer. Enfin, il y a deux choix qu'on ne peut pas éviter. Le volet conditions de travail, c'est les constructions, c'est les moyens en personnel. Moyens matériels et humains. Voilà. Mais humain, c'est quand on a des titulaires à Mayotte et qui, au bout de 5 ans, demandent à partir, c'est un problème. Quand on n'a pas suffisamment de titulaires, c'est également un problème. Et c'est là, qu'on le veuille ou non, il faut prendre des mesures indemnitaires pour faire au moins venir, pour deux choses, faire venir et surtout les faire stabiliser dans le département. On va pas continuer à se leurrer. Les autres mesures
ça fera attendre. Et effectivement, si on attend trop longtemps, tout le monde reconnaît qu'aujourd'hui, le système est en train de casser. Regardez, ces dernières semaines, on a eu Passamenti, où il y a eu des départs de feu. Hein. Les cours étaient perturbés pendant quelques jours. De la même manière, dans la commune de l'Abattoir, la semaine dernière. Et ça, c'est les parties extrêmes. Mais on ne parle pas de ce qui se passe d'habitude dans les écoles où il n'y a pas de matériel, où il y a peu de matériel, où les collègues travaillent dans la chaleur comme pas possible, enfin tout ça. Donc les conditions de travail, il faut faire améliorer, mais aussi il faut qu'il y ait des enseignants formés, des enseignants comme au niveau national ils existent, c'est-à-dire des professeurs des écoles. Et donc voilà, c'est les deux volets qu'il faut entreprendre. Mais j'ai l'impression qu'on n'est pas encore arrivé au bout. Alors Emmanuel Macron, lors de sa campagne et son programme, il l'a expliqué, sa priorité, ce n'était pas les fonctionnaires, il souhaitait un plan de suppression des fonctionnaires. Aujourd'hui, on a quand même l'impression qu'il y a eu des fonctionnaires, c'est le seul département sur lequel il y a eu un renfort. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Un renfort? Non, je ne vous sais pas. Il y a eu 180 l'année dernière. Les renforts de fonctionnaires, je ne crois pas. Parce que l'augmentation du nombre des contractuels entre l'année dernière et cette année, c'est quand même assez important. D'accord? On nous a donné des emplois. Mais on n'a pas mis, le gouvernement n'a pas mis les moyens pour faire venir des personnes titulaires. Et quand vous nous parlez de cette politique nationale qui tend à faire recruter plus de contractuels, eh ben, moi j'aimerais bien que les collègues de la métropole viennent voir ce qui se passe localement, viennent voir ce qui se passe localement à l'hôpital, viennent voir ce qui se passe localement dans le second degré, parce que le taux de contractuels dans le second degré est assez important, et très important, vous comprenez? Et l'impact que ça a sur la qualité de nos services publics. D'accord? Donc, on peut toujours dire qu'on veut contractualiser, il n'y a pas besoin de formation, il faut juste les diplômes. C'est totalement faux, et Mayotte en est la preuve. Par rapport justement à cette contractualisation, effectivement, est-ce que finalement c'est pas ça ce plan d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que ce ne sont plus des fonctionnaires, ils ne sont plus titulaires et que ce n'est pas une vraie baisse de fonctionnaires, il y a toujours des personnes dans les écoles, mais ce ne sont plus des personnes qui sont formées. Mais en fait, quand ces personnes-là diplômées, mais pas formées pour exercer le métier, sont là, en fait, c'est ce qu'on nous fait faire, ce qu'on fait faire aux collègues. C'est un gain d'argent. C'est un gain d'argent, mais ce qu'on fait faire aux collègues, c'est du saupoudrage. Il y a du saupoudrage. On fait faire que l'accueil des enfants. Et ça n'influe en rien sur la qualité de notre système éducatif. Selon vous, c'est de la garderie aujourd'hui? C'est de la garderie. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Regardez les résultats dans le premier degré, dans les communes de Mamoudzou, de Dembéni et de Koungou. Voilà. Et c'est là où il y a une forte concentration, et plus forte concentration de contractuels. Hein? Et il n'y a pas besoin de sortir de l'ENA pour constater cet échec. D'accord? Donc aujourd'hui, le gouvernement peut toujours aller vers la contractualisation, moins de fonctionnaires, faire des économies, mais qu'on doit que les usagers, que la population comprennent aussi que ça influe négativement sur la qualité de notre travail. Le vice-recteur Rivaux, vous avez pu avoir des échanges avec lui. Est-ce que vous avez l'impression que sa politique qu'il souhaite mener va dans le bon sens ou pas vraiment? Parce qu'effectivement, on sait qu'il y a une politique qui est nationale, mais est-ce que de son côté, vous avez l'impression qu'on va dans le bon sens? Jusqu'à ce jour, je pense qu'on navigue à vue. Notre malheur à nous, c'est que le gouvernement va utiliser, le vice-recteur va utiliser, futur recteur va utiliser l'argument de cette loi Code de la confiance pour nous dire voilà, on a respecté donc tous les autres arguments, tous les autres éléments essentiels quant à l'évolution de notre système éducatif, qualitativement je veux parler, eh ben, ça va être mis aux oubliettes. Et c'est sur ce point-là que nous devons être très vigilants.
Un dernier mot, Rivo, avant de nous quitter. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce projet de loi et du fait que dès 3 ans, les enfants à Mayotte comme ailleurs devront être dans les salles de classe, Pour nous, nous sommes demandeurs. Nous sommes demandeurs. C'est une bonne chose pour vous? Ah ben, nous sommes demandeurs de l'abaissement de l'âge. Attention, c'est pas nouveau. Hein. La loi égalité réelle, en 2016, me semble-t-il, si je ne m'abuse, 2016, disait déjà que dans les départements d'outre-mer, on pouvait par décret légiférer, décider l'abaissement de l'âge, l'obligation scolaire. Sachant que dans les faits, 98% des enfants sont déjà scolarisés à 3 ans. Pas pour Mayotte en tout cas, pas pour Mayotte. Et nous sommes demandeurs. Et ça ne peut qu'influer par contre positivement. Mais, est-ce qu'on sera capable? Non, c'est pas, même pas à poser les questions, est-ce qu'on sera capable? Il va falloir que, en décidant cela, le gouvernement démontre qu'il veut aller véritablement jusqu'au bout de sa décision, faire construire rapidement, massivement, pour pouvoir accueillir les enfants, tous les enfants dès l'âge de 3 ans. C'est possible selon vous? Mais c'est possible si l'on veut, s'ils le veulent. Mais cette volonté-là, je l'ai pas. Je ne l'ai pas sentie et ça fait 20 ans déjà qu'on parle des constructions scolaires. Ça fait 20 ans qu'on nous fait tourner en rond sur ce sujet-là. Rivo, merci beaucoup. C'est moi. Et puis on va continuer à suivre notamment vos revendications et les actions futures. On n'en a pas parlé. On verra un peu ce que ça donne. On imagine que vous nous enverrez des communiqués très prochainement. On réfléchit là. Merci beaucoup. Un scandale au parc naturel marin, une opération de restauration écologique ou encore l'aide financière de l'État pour le passage aux 35 heures. Voilà ce qu'il faut retenir du reste de l'actualité locale. Place au bref de ce mardi 19 février. En octobre 2012, la nouvelle directrice adjointe opération du parc naturel marin a fait savoir au personnel qu'elle avait l'intention d'exercer les fonctions d'officier de police judiciaire OPJ. Cette dernière occupait ces fonctions lorsqu'elle était capitaine de police au commissariat de Mamoudzou en 2007. Elle avait ainsi expliqué avoir obtenu son habilitation d'officier de police judiciaire par le procureur en personne. En présence de délinquants pris en flagrant délit, ces agents devaient ainsi procéder à des interpellations directes pour que les mises en cause soient ensuite emmenées au bureau du parc basé à Dzaoudzi. Sur place, celle qui se déclarait OPJ réalisait elle-même les contrôles d'identité, les notifications de garde à vue ou les confiscations de poissons ou de matériel. 5 ans plus tard, le parquet vient de trancher. Les prérogatives d'officier de police judiciaire de la directrice adjointe du parc marin étaient illégales. Toutes les personnes verbalisées, à qui du poisson, des filets et des pirogues ont été saisies, sont aujourd'hui en droit de demander réparation au parc naturel marin. Samedi dernier, un groupe d'une trentaine de personnes réunies par la MGEN a participé à une opération de restauration écologique organisée par l'Office national des forêts en forêt domaniale de Combani. Objectif: contribuer à la reconstitution d'une forêt sur un terrain anciennement défriché où commençaient à s'installer des espèces exotiques envahissantes. 20 plants d'espèces indigènes de Mayotte ont donc été mis en terre par les participants. Grâce à la participation financière de la MGEN, 350 plants ont déjà été plantés par l'ONF sur cette parcelle. L'Office national des forêts espère ainsi retrouver un couvert forestier riche. Les participants ont également été sensibilisés au rôle essentiel de la forêt, notamment pour l'approvisionnement en eau potable de l'île. La préservation de la forêt de Combani contribue en effet à la bonne alimentation des captages en eau de Kwalé et de l'Ouroveni. Le partenariat ONF-MGEN, initié en 2018, aura à ce jour permis d'engager la restauration d'un demi-hectare de forêt. Il y a 2 semaines, le MEDEF est monté au créneau pour dénoncer les promesses non tenues de l'État en matière d'aide pour le passage aux 35 heures hebdomadaires. En effet, depuis le 1er janvier 2018, les entreprises mahoraises de 20 salariés et plus se doivent d'appliquer le Code du travail de droit commun. Depuis le 1er janvier 2019, toutes les entreprises sont désormais concernées. Conformément à l'ordonnance du 25 octobre 2017, une aide financière par salarié peut être attribuée à l'entreprise ou l'établissement public à caractère industriel et commercial appliquant la durée légale du travail de ses salariés à 35 heures hebdomadaires en maintenant les mêmes niveaux de rémunération. Cette aide est dégressive sur 5 ans avec une base fixée à 1 400 €. Les formulaires de demande d'aide d'accompagnement financier sont disponibles sur un site dédié. Par ailleurs, une fiche technique sur les modalités d'accompagnement financier a été publiée par la DIECT à destination du patronat de l'île.
Éducation toujours pour clore ce journal. La loi Choisir son avenir professionnel promet de bouleverser le monde de la formation en métropole comme à Mayotte. C'est tout le fonctionnement des organismes de formation ou encore de l'attribution des financements qui se verra impacté par ce document cadre. Sa signature devrait avoir lieu dès le mois de juin prochain et les acteurs de la formation professionnelle à Mayotte commencent d'ores et déjà à se familiariser avec les enjeux de demain. Ils se sont réunis hier et aujourd'hui autour d'ateliers ludiques. Un sujet signé Marion Tellier. Choisir son avenir professionnel, c'est la loi qui devrait bientôt bouleverser le monde de la formation à l'échelle nationale comme régionale. Votée le 5 septembre 2018, elle exige du territoire une importante mise à niveau en matière d'emploi, de compétences, de qualification et de formation professionnelle. Ça change tout. Déjà, la définition même d'une action de formation a changé. Donc ça c'est la première chose. Donc maintenant, construire une action de formation ne se fera plus comme avant la loi du 5 septembre. Donc la deuxième chose, le financement en fait des actions de formation aussi vont changer. Mais aussi en fait, vous avez entendu tout à l'heure que par exemple la région avait la compétence de l'apprentissage. Avec la nouvelle loi, la région n'a plus la compétence de l'apprentissage, même si elle peut participer au financement, mais aussi au niveau de rééquilibrage en termes d'investissement et de fonctionnement en fait de l'apprentissage. Mais la région n'a plus cette compétence-là. Aujourd'hui, ce sont les branches professionnelles qui en fait ont la compétence de l'apprentissage et même qui vont en fait définir par exemple les diplômes. Cette nouvelle organisation nécessite un effort d'adaptation et de collaboration des différents acteurs de la formation sur le territoire. De nouveaux enjeux en réponse auxquels le conseil départemental et ses partenaires mettaient en place les 18 et 19 février des ateliers de travail organisés autour de 4 thématiques majeures. Du conseil départemental aux organismes de formation, en passant par l'éducation nationale ou encore par les partenaires sociaux, tous se sont mobilisés pour définir l'orientation et l'insertion professionnelle des jeunes et des adultes de demain. Pendant ces 2 journées, les acteurs étaient très présents. On a quand même eu près d'une centaine de personnes qui sont venues et qui ont été très participatifs. Le jeu consistait à d'abord avoir un petit temps où chacun pouvait se présenter et dire ce qu'il faisait, ou quelles étaient ses attentes, ou quels étaient ses intérêts, mais on ne le faisait pas sur un tour de table classique. On a fait par exemple avec un jeu avec une plotte de ficelle qui consiste à chacun lancer la plotte à quelqu'un d'autre, de telle façon que cette personne se présente, mais expliquer aussi quel lien ils avaient avec cette personne. Et à la fin, sur un groupe d'une vingtaine, ça permettait de tisser une belle toile d'araignée autour pour montrer que tout le monde était en relation les uns avec les autres. Les matériaux collectés à l'occasion de ces ateliers seront en cours de semaine organisés et mis en forme par les prestataires mandatés. Un comité de pilotage interviendra quant à lui dès vendredi matin pour acter l'ossature de ce document stratégique en matière d'orientation et de formation. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain dès 19 h pour une nouvelle page d'actualité. Excellente soirée sur Kwesi.